oublié d'enregistrer. Bien, donc là, on est bien, on est parti pour la session de ce jour. OK? Alors, aujourd'hui, c'est du CSS. Je tiens déjà à dire que si vous avez encore des lacunes en HTML, ça sera compliqué d'appréhender, bien sûr, le CSS. OK? Donc, voilà, surtout les cours sur les classes, les ID, les chemins absolus, les chemins relatifs. Voilà, c'est des choses que vous devez aujourd'hui bien maîtriser parce que sinon, ça sera compliqué. Bien. Alors, excusez-moi, j'avais oublié de brancher mon chargeur. Là, on est parti. L'univers de la programmation web avec CSS3. Donc, on nous dit ici qu'après avoir passé toute une première partie du cours à ne travailler que sur le HTML, nous allons maintenant découvrir le CSS. Le CSS n'est pas plus compliqué que le HTML, effectivement. Pour qu'effectivement le CSS ne soit pas compliqué pour vous, il faudra que vous ayez de bonnes bases en HTML. Donc, si vous n'avez toujours pas de bonnes bases en HTML, vous allez trouver le CSS compliqué. Il vient le compléter pour vous aider à mettre en forme une page web, car le HTML seul n'est pas visuellement très joli. Donc, dans ce cours, nous allons voir comment lier un fichier CSS à des fichiers HTML, la particularité du CSS externe. Nous allons voir les trois façons, bien sûr, de lier, pour ne pas dire d'écrire du CSS dans une page HTML. Et bien sûr, nous allons voir quelques propriétés CSS qui vont nous permettre, bien évidemment, de créer des sites professionnels, tout mignons, tout beaux. Alors, petit rappel déjà, nous avons ici le même site sur deux angles. Donc, en haut, nous avons le site seulement avec le CSS. Et en bas, le même site. En haut, nous avons le site sans CSS. Et en bas, nous avons le même site lorsqu'on y ajoute du CSS. Donc là, seulement du HTML sans du CSS. Et en bas, HTML plus CSS. On voit très visuellement la beauté, la clarté lorsqu'on y ajoute du CSS. Bien. Donc, au jour d'aujourd'hui, vous êtes capable de créer un site comme la première image, en blanc et noir, avec du bleu pour désigner les liens. Et nous allons voir maintenant comment rendre ça de façon esthétique, beaucoup plus jolie. C'est ce que, bien évidemment, nous allons voir. Ce que, bien évidemment, nous allons voir ici. Alors, bien. Donc, comme vous le savez sûrement déjà, un site Internet sans CSS n'aura pas l'aspect visuel graphique que l'on aime tant. Car oui, nous ne sommes plus au XVIIe siècle et nous aimons aujourd'hui que le monde soit coloré. Bien évidemment, maintenant que vous êtes un cadre du HTML, nous allons voir comment styliser tout ça. Donc, alors que le HTML sert à structurer notre contenu au moyen de balises, le CSS, lui, sert à permettre, le CSS sert, lui, à mettre en forme ce contenu. Donc, qu'est-ce que le CSS? CSS en anglais, Cascading Style Sheet, CSS, signifie feuille de style en cascade. CSS décrit comment les éléments HTML doivent être affichés à l'écran, sur papier ou sur d'autres supports. CSS économise beaucoup de travail. OK? Il peut contrôler la mise en page de plusieurs pages web à la fois. Les feuilles de style externes sont stockées dans des fichiers CSS. Bien. Pourquoi utiliser CSS? CSS est utilisé pour définir les styles de vos pages web,
y compris la conception, la mise en page et les variations d'affichage pour différents appareils et tailles d'écran. Donc, comme on peut le voir ici, ça veut dire ajoute une couleur de fond light blue au body. Ça veut dire tous les H1 auront une couleur de texte blanche et le texte sera centré, texte align center. Ici, ça veut dire tous les paragraphes, donc la balise P, auront une police de caractère Verdana, un peu comme si on était sur Word, et une taille de police à 20 pixels. Donc, voici un peu les instructions que j'ai traduites ici du CSS en français normal, que tout le monde comprend. Donc, le HTML n'a jamais été destiné à contenir des balises pour formater une page web. HTML a été créé pour décrire le contenu comme H1P et le CSS, lui, maintenant, va venir pour, bien évidemment, apporter de la beauté, de la clarté et tout ce qui va avec. Donc, je vais vous laisser lire tout ce français parce que nous, comme je vous ai dit, nous sommes ici pour comprendre ce que c'est et pour pratiquer, pas pour lire le support de cours. Le support de cours, il est à vous de le lire pour comprendre tout ce qui est théorique sur le CSS si vous avez vraiment envie de rentrer dans le plus profond détail du CSS. Tout ce que vous devez savoir en gros, c'est que le CSS permet tout simplement de mettre en forme notre page web. C'est tout. Maintenant, si vous voulez rentrer dans les plus profondeurs du CSS, je vous ai écrit ici tout ce que vous avez besoin de savoir sur le CSS. Alors, on va commencer un peu à pratiquer. Comment est-ce qu'on écrit le CSS? Donc, voici la syntaxe du CSS. Une règle CSS se compose d'un sélecteur et d'un bloc de déclaration. OK? Donc, c'est quoi un sélecteur? Le sélecteur, ça peut être une balise, ça peut être une classe, ça peut être un ID, comme ça peut être une combinaison d'éléments. Nous allons aller sur le plus simple pour le moment, qui est, n'est-ce pas, le sélecteur d'éléments, ou le sélecteur de tag, ou le sélecteur de balise. Donc, on met le sélecteur, ça veut dire le nom de la balise sans les signes plus grands, plus petits, parce qu'on n'est pas en HTML, on est en CSS. Donc, juste le nom de la balise. On ouvre les accolades. Donc, pour faire l'accolade, c'est CTRL, ALT et 4. On ouvre les accolades et on écrit la propriété, deux points, la valeur, et on finit point, point, virgule. Exemple. Alors, on va dire que j'ai un H1, n'est-ce pas? Même pas, on va dire que j'ai… Voilà, on va même aller sur le body sans rien écrire. On va aller sur le body et on va dire par exemple que, voilà, j'ai envie de mettre un peu de style. Donc, je vais mettre mon sélecteur, donc body, parce que je veux appliquer le style, n'est-ce pas, sur la balise body. Donc, j'écris mon sélecteur body, j'ouvre mes accolades, CTRL ALT 4, raccourci clavier, j'ouvre mes accolades et à l'intérieur, toutes les instructions que je vais mettre s'appliqueront seulement au body. Donc, si j'ai envie de changer la couleur de fond de mon body, donc par défaut sur les navigateurs, la couleur de fond, elle est blanche. Par défaut, voilà. Par défaut, la couleur de fond, elle est blanche comme ça. Et moi, j'ai envie de mettre ça, on va dire, en rouge. Qu'est-ce que je fais? J'écris background color et je mets rouge en anglais. Bien évidemment, toujours en anglais. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais actualiser? J'aurai ma couleur de fond, n'est-ce pas, en rouge. Rien de bien compliqué. On met le sélecteur. Le sélecteur, c'est le nom de la balise sur laquelle on veut appliquer notre style. On ouvre les accolades et à l'intérieur des accolades, on va donner des instructions. Les instructions, c'est quoi? C'est propriété, deux points, valeur, point virgule. La propriété ici que je veux appliquer à mon body, c'est changement de couleur de fond. Et en anglais, CSS, ça s'appelle background color. Et je mets un deux points et je mets la couleur en anglais. Si je mets rouge, ça n'existe pas. Voilà, c'est en anglais. Donc, il faut mettre ça en anglais. Red. Voilà. Là, maintenant, ça marche. Donc, si vous avez des difficultés en anglais, je pense que c'est le moment d'aller réviser un peu les cours d'anglais. Bien. On poursuit donc. Alors, on nous dit ici que le sélecteur pointe vers l'élément HTML, c'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, que vous souhaitez styliser. Le bloc de déclaration contient une ou plusieurs déclarations séparées par des points-virgules. Chaque déclaration comprend un nom de propriété CSS et une valeur. Donc, c'est ce que je viens de vous illustrer ici sur cette
sur cet exemple ici. OK? Voilà. Bien. Donc, on nous dit ici que dans cet exemple, tous les éléments P seront alignés au centre avec une couleur de texte rouge. Bien évidemment, c'est ce qu'on a ici. P, color red, text align center. Alors, si ici, on veut faire cet exemple, ça veut dire que dans notre HTML, on a un P comme ça, un paragraphe, OK? Et on va lui dire, par exemple, bienvenue sur le cours de CSS3, comme ceci. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, comme ceci. Voilà, bienvenue sur le cours de CSS3. Et on va dire que voilà, bon, le rouge, ça frappe un peu aux yeux. Donc, on va dire, voilà, moi, je vais mettre la couleur de fond en bleu ciel. Hop, pour faire une autre instruction, on va créer un autre bloc d'instruction. Donc, ne faites jamais ça. À l'intérieur, écrire comme ça, P, et puis faire les accolades. Vous voyez que ça s'est affiché en rouge. Ça ne marche pas. Lorsque vous voulez faire appliquer du style à une autre balise, vous sortez des accolades de la première instruction pour faire une deuxième instruction. Donc là, l'instruction, je vais l'appliquer sur mon paragraphe, donc sur la balise P. Donc, j'écris mon P et on va réappliquer ce qui était là. Color red, OK? Color red, ça veut dire je mets la couleur du texte en rouge et texte align center. Ça veut dire que tout le texte sera centré au milieu de la page. Lorsque je viens actualiser, voici ce qu'on a. On a le fond qui s'est mis en bleu parce que j'ai dit le body doit avoir un fond bleu. Et on a le paragraphe qui est centré au milieu de la page parce que je lui ai dit texte align center et la couleur en rouge. Comme vous pouvez le voir ici, parce que je lui ai dit mets la couleur en rouge. Voilà, rien de bien compliqué sur le CSS. C'est juste un jeu d'enfant. C'est juste de la logique. Voilà. On poursuit donc sur ce que le cours nous dit. Voilà, donc c'est ce que je viens d'expliquer. P est un sélecteur en CSS. Il pointe vers l'élément que vous souhaitez styliser, qui est le paragraphe P. Color est une propriété. Red est la valeur de la propriété. Text align est une propriété. Center est la valeur de la propriété. Bien, rien de bien compliqué. Les sélecteurs en CSS. On nous dit ici qu'un sélecteur CSS sélectionne le ou les éléments HTML que vous souhaitez styliser. Les sélecteurs CSS sont utilisés pour trouver ou sélectionner les éléments HTML que vous souhaitez styliser. Nous pouvons diviser les sélecteurs CSS en 5 catégories. Donc, nous avons les sélecteurs simples. Donc, ça, c'est sélectionner des éléments en fonction du nom de l'identifiant ou de la classe. Les sélecteurs de combinateurs, sélectionner des éléments en fonction d'une relation spécifique entre eux. Sélecteur de pseudo-classes, sélecteur de pseudo-éléments, les sélecteurs d'attributs. Ne vous inquiétez pas, on verra tous les types de sélecteurs tout au long de cette formation. On y va. Les sélecteurs d'éléments CSS. Je vous ai toujours dit que lorsqu'on dit élément, ça veut dire balise. Donc, lorsque vous voyez sélecteur d'éléments CSS, ça veut dire sélecteur de balise CSS, n'est-ce pas? Donc, les sélecteurs d'éléments CSS, les sélecteurs d'éléments sélectionnent les balises HTML en fonction du nom de la balise. Comme vous pouvez le voir ici, body, H1 et P. Donc là, si j'ai un H1 ici, voilà, et que ça s'appelle cours CSS, OK, cours CSS3 comme ceci, OK, voilà, voilà. Et quoi d'autre? H1, P, body. Voilà. Donc, j'ai un H1 qui est là, OK. Vous allez voir, je viens actualiser ici. J'ai mon H1 qui est de ce côté et j'ai mon P qui est centré. Si j'ai envie de centrer mon H1, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai qu'à faire la même chose. Je fais H1, je sélectionne mon H1, j'ouvre les accolades et je mets texte align center. Aussi simple que ça puisse paraître. Et voilà. Et j'ai mon H1 qui est centré tout au milieu de ma page web. Donc, les sélecteurs d'identifiants CSS, n'est-ce pas? Je vous avais dit que la particularité de ID et de classe en HTML était de nous permettre de les utiliser en JavaScript et en CSS. Pour le moment, on n'est pas encore sur JavaScript. Donc, on va dire leur particularité sera de pouvoir les utiliser avec CSS. Bien.
Donc, comment utiliser un identifiant en CSS? C'est très facile. On va dire par exemple que, et on va voir aussi les particularités. Regardez, on va dire par exemple que j'ai plusieurs H1. Comme ça. On va dire que j'ai, on va même pas aller au loin, on va dire que j'ai deux H1. Donc, cours CSS3 et en bas, je vais mettre cours HTML5. Bon, on a déjà vu HTML5, je vais dire JavaScript. Cours JavaScript. OK? Et donc, on va dire en bas, bienvenue sur le cours de JavaScript. Voilà. OK? Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, on va dire que le H1 a une color en minuscule. Color, le paragraphe est déjà de couleur rouge. Donc, on va dire green, par exemple. Green. OK? Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tous les paragraphes seront de couleur rouge centrés. Tous les H1 seront centrés et de couleur verte. Et voilà. On a H1 centré de couleur verte, H1 centré de couleur verte, P centré de couleur rouge, P centré de couleur rouge. Mais nous, ce que nous, on veut ici, on va dire que, on veut par exemple que le cours sur le CSS3 ait le titre en bleu et le texte en jaune. Et le cours sur JavaScript, lui, il va rester comme ça, vert rouge. Mais comment est-ce qu'il faut le faire? Il faut sélectionner ces éléments avec des identifiants ou des classes, n'est-ce pas? Donc, je vais vous montrer comment le faire avec les identifiants. On va les séparer. On va donner un identifiant, n'est-ce pas, à notre H1. Donc, je mets un ID et je vais l'appeler H1, si vous voulez. Je vais l'appeler H1. Non, je ne peux pas l'appeler H1, il faut que je donne un nom parlant. On va dire titre 1. Voilà. Je vais donner un ID à mon paragraphe que je vais appeler para 1. Ensuite, le deuxième H1, je vais aussi lui donner un ID, n'est-ce pas, que je vais appeler titre 2. Et bien sûr, le paragraphe qui suit, je lui donne un ID que je vais aussi appeler, n'est-ce pas, titre 2. Bien. Jusqu'à présent, aucun changement. Voilà, c'est toujours la même chose parce qu'on n'a pas encore utilisé les ID. On va maintenant utiliser les ID. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On va dire que ici, je ne sélectionne plus. Merci beaucoup, Monsieur Guy, pour votre promptitude. Effectivement, c'est para 2 que je devais mettre. Merci beaucoup. Bien. Ici, on ne veut plus sélectionner, n'est-ce pas, nos H1 ni nos paragraphes. Pourquoi? Parce que quand vous mettez P, le style va s'appliquer à tous les paragraphes. Quand vous mettez H1, le style va s'appliquer à tous les H1. Alors que nous, on veut un style particulier pour le premier H1 et pour le premier paragraphe. Comment est-ce que je dois faire cela? Donc, je vais dire tout simplement que, voilà, hop, j'enlève le P et je vais dire titre 1. Parce que j'appelle, n'est-ce pas, l'ID qui a le titre 1. C'est sur lui que je veux appliquer le style. Maintenant, je vous ai dit que lorsque vous mettez le nom de votre identifiant en CSS, il faut le précéder du symbole dièse. Comme ça. Donc, je mets dièse suivi du nom de, n'est-ce pas, mon ID HTML. N'est-ce pas? Donc, je fais la même chose pour le paragraphe. Alors, excusez-moi, là, le titre, c'est le H1, donc c'est ici que je devais mettre ça, pardon. Et voilà. Et la même chose, je fais ici. Je mets un dièse et je mets para 1. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la balise qui a l'ID titre 1 aura une couleur rouge, le texte sera centré. Le paragraphe, alors ça c'est para. OK. Donc, le paragraphe qui a l'ID para 1 sera de couleur rouge et centré et le titre aura, qui est le titre qui a l'ID titre 1, sera centré avec une couleur verte. Donc, vous allez voir que c'est seulement celui-là qui sera stylisé et celui-ci ne sera pas stylisé. Magie. Et voici ce qu'on a. Donc, on a sélectionné que le premier H1 et le premier paragraphe. On va appliquer le style pour les deux autres éléments.
Donc, je fais la même chose. Je mets un dièse titre 2. Alors, il y a quelqu'un qui veut l'autorisation pour enregistrer. Monsieur Nabil. OK. OK. Voilà. Donc, titre 2, n'est-ce pas? On va dire que le titre 2 sera de couleur jaune. OK. Le texte, bien sûr, centré pour qu'on soit cohérent. Et le paragraphe 2, comme ça, ID para 2, lui, sera de couleur bleue et le texte aussi centré. Donc, test align center. Et on va aller voir ce que ça donne. Et voici la magie. Titre 1, paragraphe 1. Titre 2, paragraphe 2. Voici la particularité de l'ID, vraiment, sa vraie particularité, son vrai rôle en CSS. OK, donc, autorisation pour enregistrer. OK. Bien. Je pense avoir donné l'autorisation à tout le monde maintenant. Parfait. Alors, donc, voici un peu comment on utilise les identifiants en CSS, le sélecteur d'identifiants. Donc, aujourd'hui, à ce niveau, vous savez comment sélectionner, n'est-ce pas, avec les tags, avec les balises, et comment sélectionner avec les ID. On fait une courte pause. Questions, si vous avez des questions, bien évidemment, sur ce qu'on a eu à voir jusqu'à maintenant. Ou si vous n'en avez pas et que vous avez bien compris, on poursuit donc sur la suite du cours. Donc, à vos claviers, est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que ça va? Sur les sélecteurs de balises et les sélecteurs d'identifiants. Alors, M. Guy nous dit qu'il a bien compris, super. M. Philippe Ndri nous dit qu'il a bien compris. M. Mohamed Sarr, parfait. OK. OK. C'est bon pour tout le monde, alors, je suppose. Hein? Bien. On poursuit donc sur le cours. Alors, on va maintenant aller sur les sélecteurs de classe. Alors, les sélecteurs de classe, c'est tout simplement la même chose que, n'est-ce pas, les sélecteurs d'identifiants, les sélecteurs d'ID. La différence, c'est quoi? C'est qu'ici, on va supposer qu'à la place des ID, ce sont des classes. Voilà. On va supposer que ce sont des classes. Lorsque vous mettez des classes, vous allez voir, là, je laisse le dièse comme c'est, et on va voir ce que ça donne derrière. Aucun style n'est appliqué. Pourquoi? Parce que lorsque c'est des classes et pas des identifiants, il faut changer le symbole dièse par point. Donc là, j'enlève le dièse et je mets point. J'enlève le dièse, je mets point. J'enlève le dièse, je mets point. Et maintenant, le style va s'appliquer. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Vous enlevez le dièse et vous mettez un point. Donc, pour identifier en CSS avec les ID, vous mettez dièse suivi du nom de l'identifiant que vous avez donné. Pour identifier les classes, vous mettez un point suivi du nom de la classe que vous avez donnée. Je précise qu'il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace. C'est collé. Voilà. Donc, voici un peu comment on sélectionne ces éléments. Maintenant, une autre particularité. OK. Donc, une autre demande d'enregistrement. Je pense avoir donné la possibilité à tout le monde. Hein? Monsieur Atron. Ah, Monsieur Atron nous a rejoint. Monsieur Atron. Bonne arrivée. Bienvenue parmi nous. OK. On poursuit donc sur le cours. Alors, donc, avant que je n'oublie, vu que M. Atron est là, avec M. Ndri, vu qu'ils sont là, on va les ajouter à notre petite liste de présence rapidement et poursuivre le cours. Voilà, avant que j'oublie.
Alors, donc, monsieur... Alors, monsieur Atron, où est-ce que j'ai écrit ça? Bon, monsieur André Philippe est là. Monsieur Kakou aussi est là. Ah, monsieur Kakou. Ok, d'accord, super. Monsieur Kakou. Ouais, monsieur Kakou, c'est déjà écrit, je pense. Ah non, pas encore. Ok, okay, monsieur Kakou est là. Monsieur Ngorankwa est là aussi. OK. Alors, monsieur Atron, où est-ce que j'ai écrit votre nom? Ah, le 17. OK. Super. Bien. On peut poursuivre le cours maintenant. Alors, donc du coup, voici un peu comment on sélectionne avec les classes. N'oubliez pas que, je fais un petit rappel en même temps, même si on a eu à le faire déjà en HTML. Je vous ai dit que une balise peut avoir en même temps l'ID et la classe. Les deux peuvent avoir le même nom. La différence sera que l'ID, c'est avec un dièse et la classe, c'est avec un point. Donc, les deux peuvent avoir le même nom. Voilà. Donc, j'ai une classe titre 1, j'ai une ID titre 1, ce n'est pas pareil. Parce que lorsqu'on va appliquer ça en CSS, on va mettre dièse pour l'ID et point pour la classe. Donc, sur la même balise, je peux avoir les deux. Ce qu'on ne fait pas, c'est qu'il ne peut pas avoir deux noms d'ID. Donc, je ne peux pas faire, je peux pas mettre autre chose comme ça. Toto, Tata. Voilà, ça ne marche pas. Ça, je ne peux pas faire ça. Voilà. Ça, ce n'est pas du tout correct. On ne met pas plusieurs noms dans l'ID. On met un seul nom. C'est censé être unique. Par contre, dans la classe, vous pouvez mettre des espaces et mettre ce que vous voulez. Voilà. Vous pouvez mettre autant de, noms de classe que vous voulez. Mais l'identifiant, il est censé être unique sur la page. Voilà, ça, c'est juste un petit rappel. Bien. Alors, on nous dit ici que vous pouvez également spécifier que seuls les éléments HTML spécifiques doivent être affectés par une classe. Je m'explique. Donc, comme on va le voir à l'exemple ici, P-Center, Text Align Center. Je m'explique. Cet exemple-là veut tout simplement dire que tous les P, donc tous les paragraphes qui ont la classe Center, c'est eux qui doivent avoir ce style. On va faire un peu de pratique. Donc, je vais effacer tout ça là, parce que ça commence à devenir beaucoup. OK? Et on va dire, j'ai plusieurs paragraphes. Donc, on va dire, par exemple, ici, j'ai 4 paragraphes. OK. N'est-ce pas? Et, voilà, on va aller rapidement. Je vais faire P.Center fois 4. Voilà. Donc, j'aurai 4 paragraphes avec la classe Center. OK? Et je vais mettre au milieu. On va gagner du temps. Donc, je vais mettre texte aligné au centre. Voilà. Bien. Donc, texte aligné au centre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, si je mets P, donc je sélectionne le P et que je mets texte aligné center, tous mes paragraphes, n'est-ce pas, seront centrés au milieu, comme ça. OK. Donc, si je fais aussi avec la classe, donc point center, parce que les 4 ont le point center, ça fait la même chose. Parce que les 4 ont le point center. Maintenant, on va faire un truc. Celui-là, je vais l'appeler right, par exemple. Right. Celui-là, je vais l'appeler left. Et je mets point center. Donc, vous allez voir que, hop, il n'y a que les deux qui ont le point center qui restent au milieu. Les autres, ils ne sont pas au milieu, ils sont par défaut là, ils doivent être qui est à gauche de la page. On suppose maintenant que j'ai un titre H1 qui s'appelle titre centré, qui lui aussi a, n'est-ce pas, la classe center. OK? Non, même pas titre centré, on va dire titre
Titre, bon, on va mettre juste titre. Voilà, titre. Qui lui a la classe center. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je ne veux pas que mon titre soit centré. OK? Je veux lui donner le nom de classe center, mais je ne veux pas qu'il soit centré. Mais je veux qu'il ait le nom de classe center. Donc, si je laisse comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que mon titre sera centré ici. Comment faire pour dire à l'ordinateur que je veux juste que ce soit les paragraphes qui ont la classe center qui soient centrés? Il faut tout simplement que je mette ici P. C'est tout. C'est tout. P.center, texte align center. Et voilà. C'est seulement les paragraphes qui ont la classe center qui sont centrés. Donc, lui, il a la classe center, mais ce n'est pas un paragraphe. Donc, il ne peut pas être centré. Parce qu'on a dit ici en CSS, P.center, qui veut dire tous les paragraphes qui ont la classe center, je veux qu'ils soient centrés. Magie. Et voici ce qu'on a. Si j'enlève le P, tous ceux qui ont la classe center seront centrés. Le titre est dedans. Le voici qui est centré. Mais si j'ajoute le P, hop, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que seuls les paragraphes qui ont la classe center sont centrés. Si j'enlève le P et que j'ajoute H1, ça veut dire que seulement le H1 sera centré et les paragraphes ne seront plus du tout centrés. Et voici ça. C'est de la logique, comme je le dis, la programmation, c'est de la logique. C'est de la logique. Ce n'est pas des mathématiques comme certains vous le font croire, c'est juste de la logique. Du brainstorming. Simplement. Il n'y a rien de mathématique dans tout ce qu'on a eu à faire jusqu'à maintenant. Que de la logique. Logique. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau? C'est bon pour tout le monde? Ça va? Pas de questions? Tout le monde a compris le principe des sélecteurs ID, classe. Voilà. OK. Donc, on va poursuivre encore sur le cours. Donc, on nous dit que les éléments HTML peuvent également faire référence à plusieurs classes. Ça, j'ai eu à l'expliquer tout à l'heure. Hein. Les classes, on peut mettre plusieurs classes, mais les ID, on ne peut pas mettre plusieurs ID. Bien. On va voir maintenant le sélecteur universel. Donc, le sélecteur universel qui est étoile. Donc, quand vous mettez étoile, ça veut dire que le style va s'appliquer à toutes les balises. Voilà. Vous voyez, là, j'ai mis étoile, texte align center. Ça veut dire que toutes les balises qui sont sur la page doivent avoir le texte centré. Donc, voilà. Voici le résultat. Donc, si vous avez envie de mettre un style sur toutes vos balises, vous mettez juste le sélecteur étoile. C'est tout. Le sélecteur de regroupement CSS. Ça, c'est très important et très, voilà, très important. Alors, le sélecteur de regroupement sélectionne tous les éléments HTML avec les mêmes définitions de style. Comme vous pouvez le voir ici, on a H1, Text Align Center Colored, H2, la même chose, P, la même chose. Nous avons 3 balises avec les mêmes propriétés et les mêmes valeurs. On a écrit ça sur 14 lignes, alors qu'on peut écrire ça sur seulement 4 lignes. Comment on le fait? C'est ce que nous allons voir dans cet exemple ici. On suppose que j'ai un H1, titre. J'ai un paragraphe. Et j'ai quoi d'autre, on va dire. Alors, on va prendre l'exemple. H2, OK, H2. Titre 2. Donc, ici, titre 1. Bien. OK? Et on veut mettre le même style sur les 3. Donc, on va faire quoi? H1, color, red.
H2 color red. P color red. Donc, on veut que les trois soient de couleur rouge. Donc, hop, voilà. Le titre 1 de couleur rouge, le paragraphe de couleur rouge, le titre 2 de couleur rouge. Il y a une façon beaucoup plus simple de le faire. Pour ne pas écrire tout ça. On appelle ça un combinateur. Lorsque vous avez envie de mettre un même style sur plusieurs balises, vous n'avez pas besoin d'écrire plusieurs fois les sélecteurs. Tout ce que vous avez à faire, c'est mettre H1, virgule, H2, virgule, P. Et vous enlevez ce qui est en bas. C'est tout. Le symbole virgule en programmation, CSS, ça signifie « et ». Ça signifie « et ». Voilà, « et ». Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire H1, virgule, H2, virgule, P. Ça veut dire H1 et H2 et P. Je veux que H1 et H2 et P aient une couleur rouge. Et c'est le même résultat que nous avons. On appelle ça un sélecteur de combination. Donc, on combine des choses qu'on veut qu'ils aient le même comportement. Aussi simple que ça. Et c'est ce que vous avez ici dans le support de cours. Maintenant que nous avons vu un peu on va dire, quelques pratiques du CSS, on ne sait toujours pas comment ajouter du CSS sur du HTML. Tout ce que vous savez, c'est ce que je viens de faire dans l'exemple, c'est que j'ai créé dans le id, dans la balise id, j'ai créé une balise style, ça j'enlève ça déjà, dans laquelle j'ai ajouté mon style. On va voir les trois façons d'ajouter du CSS. Nous avons trois façons. Et il y a une seule qui est recommandée. Donc, la première façon, la plus recommandée, c'est de créer dans le id, une balise link. OK? La deuxième façon, c'est de créer dans le id une balise style. Et à l'intérieur de la balise style, écrire nos instructions CSS. La troisième, c'est d'écrire directement dans la balise un attribut style dans lequel on va ajouter nos instructions CSS. Donc, voici les trois façons d'écrire du CSS. Soit en joignant un fichier CSS externe avec la balise link, soit en écrivant du style dans le id, soit en écrivant directement le style avec l'attribut style sur votre balise. La particularité des trois, c'est quoi? C'est que lorsque vous mettez le style directement sur votre balise, le style que vous appliquez s'applique seulement à la balise. Lorsque vous ajoutez le style dans le id, le style que vous appliquez s'applique seulement à la page sur laquelle il est. Lorsque vous appliquez maintenant le style sur une feuille de style externe, via la balise link, ce style-là, vous pouvez le lier à autant de pages HTML que vous le souhaitez. Autant de pages HTML que vous le souhaitez. Donc, voici pourquoi c'est la méthode la plus recommandée. Voilà. Donc, dans ce cours, c'est ce que nous allons utiliser. Là, je ne vous avais pas encore montré la raison pour laquelle je faisais ça directement dans la page web, mais pour les exercices que vous allez faire et tout au long de ce cours, nous allons utiliser une feuille de style externe. Comment maintenant faire la jointure de cette feuille de style externe-là? On va d'abord créer, n'est-ce pas, un fichier HTML. Alors, on va aller dans notre explorateur de fichiers. OK? Et on va créer un dossier qui s'appelle CSS. À l'intérieur de ce dossier, nous allons y aller et créer un fichier comme on a le fait pour le HTML, mais cette fois-ci avec l'extension CSS. Donc, je l'appelle style.css. C'est une convention. On aime bien appeler les feuilles de style style.css. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais en tout cas, ça doit être en minuscule avec l'extension .css. Bien. Je vais maintenant sur mon éditeur de code. Et je vois ici que j'ai mon dossier CSS
et style.css à l'intérieur. Comment faire pour le lier? Je vous ai dit, juste en dessous de la balise title, vous mettez la balise length et vous appuyez sur Tab. Donc, il a deux attributs obligatoires, le rel et le href. C'est dans le href qu'on va mettre le chemin relatif qui pointe vers la feuille de style. On va faire un petit exposé pour voir si vous maîtrisez toujours les chemins relatifs. Comment je fais pour pointer sur mon style.css? Allez-y à vos claviers. Je suis sur l'index. Comment je fais pour aller pointer sur style.css? En chemin relatif. C'est une petite révision. Monsieur Guy, ce n'est pas ça. Monsieur Atron, non plus, ce n'est pas ça. Merci beaucoup, monsieur Philippe Ndri. Effectivement, il faut d'abord rentrer dans le dossier CSS et maintenant aller chercher style.css. Regardez. Nous sommes à la racine ici, index. Je dois rentrer dans le dossier CSS avant d'aller chercher style.css. Voilà. Donc, merci beaucoup, monsieur Ndri, pour la réponse. C'est très bien. C'est très bien. Alors, les chemins relatifs, comme je vous ai dit, si vous avez encore des difficultés là-dessus, vraiment, ça sera compliqué pour vous tout au long de la formation. Il faut vraiment, comment dire, maîtriser les chemins relatifs parce qu'on va utiliser les chemins relatifs tout au long de la formation. Et ça, je ne suis pas en train de dire des conneries. Voilà. Donc, si vous avez encore des difficultés là-dessus, je vous invite à vraiment vous exercer sur les chemins relatifs. Voilà. Donc, CSS, style.css. OK. Donc, là, on est bon. On a fait notre liaison, n'est-ce pas? Une fois qu'on a fait cette liaison, il faut maintenant écrire tout notre CSS directement sur notre fichier style.css. Donc, on va aller dessus, on clique dessus et ça va s'ouvrir ici. Donc, le CSS n'a pas de squelette de base. Ce n'est pas comme le HTML où lorsqu'on vient sur HTML, on a pu, comme ça, pour mettre un squelette de base. Non, ça, c'est seulement en HTML. Le CSS n'a pas de squelette de base. Donc, lorsque vous venez dessus, c'est une feuille vierge. Il n'y a rien. Et vous commencez maintenant à écrire vos instructions là-dessus. Voilà. Bien. Donc, c'est ce qu'on nous dit ici. 3 façons d'insérer du CSS. Il existe 3 manières d'insérer du CSS, CSS externe, interne et CSS en ligne. Externe, c'est ce que je vous ai montré via le link. Interne, c'est avec la balise style. En ligne, c'est avec l'attribut style directement sur la balise. Donc, le CSS externe, c'est tout ce qui est écrit ici. C'est ce que j'ai eu à vous expliquer tout à l'heure. C'est la méthode la plus recommandée. Il permet de joindre plusieurs pages HTML en même temps. Voilà. En parlant de ça, on va faire une petite révision. Alors, ici, j'ai page 3. Voilà. Donc, j'ai ma page 3 qui est là et je veux lier à mon style.css. Comment je écris mon chemin relatif? Sachant que page 3 est dans le dossier page. Comment est-ce que j'écris mon chemin relatif? Allez, il faut écrire quelque chose. Comment est-ce que j'arrive à pointer sur style.css en étant dans la page 3 qui est dans le sous-dossier page? Comment est-ce que je fais ça? Il n'y a personne pour répondre? Allô, allô? Personne? Alors, n'activez pas le micro pour parler, écrivez juste, s'il vous plaît. Alors, les gars,
Là, c'est compliqué, hein? Merci, monsieur Philippe Ndri. Point, point. Je dois sortir du dossier page. Donc, point, point, slash. Maintenant, je rentre dans le dossier CSS et je fais style.css. Alors là, les gars, si vous avez encore des difficultés sur les chemins relatifs, là, c'est compliqué. Là, c'est très compliqué. Monsieur Ndri, c'est bien. Les autres, s'il vous plaît, essayez de reprendre les cours sur les chemins relatifs et reprendre même les exercices que j'ai déjà donnés. Là, je suis dans le dossier page. S'il vous plaît, les gars. Voilà, je suis ici. Je suis dans le dossier page. Voici la page 3 qui est là. Et je veux aller chercher style.css. Style.css est devant ou derrière? C'est derrière. Donc, je fais point, point, slash. Je dois rentrer maintenant dans le dossier CSS. Donc, slash CSS, slash style.css. Il faut vraiment réviser, les gars. Il faut vraiment réviser les chemins relatifs. Monsieur Ndri, parfait. On poursuit. Bien. Alors, donc, il faut suivre le même procédé que celui qui permet de créer un fichier .html. Donc, tout ça, on a déjà eu à faire tout de suite. Comment créer un fichier .css. Donc, n'ajoutez pas d'espace entre la valeur de la propriété et l'unité. Ça, on verra ça un peu plus bas. Donc, CSS interne, c'est tout simplement avec la balise style, ce que j'ai eu à faire jusqu'à présent. Donc, la balise style qui se met dans la balise id. Ensuite, le CSS en ligne, c'est tout simplement ajouter du style directement sur la balise avec l'attribut style. Donc, cette méthode est aussi utilisée, mais elle n'est pas recommandée. Un style en ligne perd de nombreux avantages d'une feuille de style en mélangeant le contenu et la présentation. Donc, cette méthode n'est pas vraiment conseillée. Ordre en cascade. Quel style sera utilisé lorsque plusieurs styles sont spécifiés pour un élément HTML? Tous les styles d'une page seront en cascade dans une nouvelle feuille de style virtuelle selon les règles suivantes. 1. Style en ligne. 2. Feuille de style externe et interne. 3. Navigateur par défaut. Ce français-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous avez sur votre page HTML des attributs, une feuille de style externe et la balise style, le navigateur va d'abord lire le CSS qui est contenu dans l'attribut style des balises. Ensuite, aller lire ce qui est contenu dans la balise style du id avant d'aller lire ce qui se retrouve dans la feuille de style externe. C'est normal parce que lorsque vous lancez une page web, c'est le HTML d'abord qui est compilé avant le CSS. Donc, si le navigateur trouve du CSS dans votre HTML, il va le compiler en premier avant d'aller compiler le CSS externe. Mais ce n'est pas une méthode qui est recommandée. Voilà. Il faut toujours écrire votre CSS dans une feuille de style externe. Oui, monsieur Atron, il faut toujours écrire votre CSS dans une feuille de style CSS avec l'extension .css que vous allez appeler dans la balise link. Link, c'est lié. Donc, vous liez le HTML au CSS. Comment écrire un commentaire en CSS? Pour écrire un commentaire en CSS, c'est rien de plus compliqué. Donc, un commentaire HTML, voici comment on l'écrit. Voilà. Donc, ça, c'est un commentaire HTML. On a déjà vu ça. Commentaire CSS, comment on l'écrit. Donc, on va aller derrière. On va dire, par exemple, body. Là, je suis sur ma feuille de style CSS. Donc, body, background color, light blue. Donc, light blue, c'est bleu ciel. OK? Comment est-ce que je mets un commentaire? Je mets slash étoile, étoile slash. Et à l'intérieur, je vais dire couleur de fond en bleu ciel. Voilà. Donc, voici comment on écrit un commentaire CSS. Slash étoile, le commentaire, étoile slash. Donc, le commentaire, on est d'accord, n'est jamais compilé.
Voilà. C'est tout simplement pour permettre de vous retrouver dans votre code. Sinon, il n'est jamais compilé. Voilà. Donc là, je lui ai dit, le body, je veux qu'il ait une couleur bleu ciel. Et voilà, il m'a mis le body en couleur bleu ciel. Donc, je n'ai pas écrit ça dans mon HTML. J'ai écrit ça dans mon CSS. Et ce CSS-là, vu qu'il est lié à mon HTML via la balise link, le style s'applique automatiquement. On poursuit. Voilà les commentaires. Les couleurs CSS. Les couleurs sont spécifiées à l'aide de noms de couleurs prédéfinies ou de valeurs EHX, on appelle ça des valeurs hexadécimales, RGBA. En CSS, une couleur peut être spécifiée en utilisant un nom de couleur prédéfini en anglais. CSS HTML prend en charge 140 noms de couleurs standards. Donc, voici des noms de couleurs ici en anglais. Donc, si je veux mettre ma couleur de fond en rouge tomate, voilà, j'écris tomato. Donc, j'aurai une couleur de fond rouge tomate. Si j'ai envie de mettre ça en gris, j'écris gray. Il va le mettre en gris. Donc, voilà, vous mettez juste le nom de la couleur en anglais. Couleur d'arrière-plan CSS. Donc, c'est ce que, depuis, je suis en train de vous montrer. Vous pouvez définir la couleur d'arrière-plan des éléments HTML avec la propriété CSS background color. Donc, voilà. Donc, si ici, j'ai envie de mettre une couleur de fond différente, je ne sais pas pourquoi, mais sur mes éléments qui sont là, je peux le faire. On va dire que mon H1, je veux qu'il ait une couleur de fond. On a dit que couleur de fond, c'est background color. Donc, je veux qu'il ait une couleur de fond rouge tomate. Mon H2, je veux qu'il ait une couleur de fond verte. Ça va faire un bon site multicolore. Et mon paragraphe, je veux qu'il ait une couleur de fond, par exemple, jaune. Donc, yellow. Donc, voilà. Et voilà. Le body a une couleur de fond grise. Le H1, une couleur de fond rouge tomate. Le paragraphe, une couleur de fond jaune. Et mon titre 2, une couleur de fond verte. C'est ce que je lui ai demandé de faire ici en CSS. Voilà. Donc, pour ajouter une couleur de fond, c'est la propriété background color et la valeur, vous mettez juste le nom de la couleur en anglais. Voilà. Est-ce que c'est bien compris à ce niveau? OK, parfait. Parfait. Couleur du texte CSS. Vous pouvez définir la couleur du texte avec la propriété color. Donc, pour ajouter une couleur de texte, ce n'est plus background color, mais plutôt color. Donc, j'enlève le background là et je laisse juste color. Donc, bon, je laisse le background color du body. Voilà. Donc, le H1 aura une couleur de texte rouge tomate, le H2 une couleur de texte verte et le paragraphe une couleur de texte jaune. Voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc, couleur de fond, background color, couleur de texte, color. Ne confondez pas les deux. Est-ce que c'est bien compris à ce niveau? OK. Couleur de bordure CSS. Vous pouvez définir la couleur des bordures avec la propriété CSS border color. Alors, je vais laisser cette partie et on va revenir là-dessus lorsqu'on va attaquer les bordures. Pour le moment, on laisse ça. On verra même les bordures aujourd'hui, ne vous inquiétez pas.
Donc, couleur CSS EHX. Donc, ce sont les couleurs en hexadécimal. Donc, voici un peu comment on peut écrire nos couleurs en hexadécimal. Alors, les codes couleurs hexadécimaux, vous n'avez pas besoin de les connaître par cœur. Ça, vous pouvez les retrouver directement sur Internet. Et hier, j'ai montré ça à ceux qui sont en ligne, en présentiel. Vous allez tout simplement sur Google. Google a un outil qui nous génère les codes couleurs. Donc, vous allez sur Google et vous tapez EHX Color. Tout simplement. Vous validez et Google va vous proposer ce joli truc-là qu'on appelle un piqueur. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est tout simplement déplacer le curseur comme ça pour choisir la couleur que vous voulez. Donc, on suppose que moi, je veux une couleur orange comme ça. Je déplace mon curseur. Le code hexadécimal, le voici qui est là. Voilà. Donc, vous le copiez en cliquant là. Le code est copié. Vous revenez sur votre navigateur et vous le collez. Voilà. Donc, ma couleur de fond sera maintenant dans cet orange-là. La même chose, vous faites pour les autres. Donc, voici comment retrouver les codes hexadécimaux des couleurs que vous voulez. Pas besoin de les connaître par cœur. Vous allez sur Google, vous tapez EHX Color et voilà. Google vous génère le code hexadécimal en fonction de votre sélection. Rien de compliqué. Voilà. Bon, là, notre site, on va enlever même le body background color parce que je préfère quand c'est blanc. Et voilà. Bien. Je vais mettre le light blue. Voilà. Parfait. Alors, donc voici comment vous pouvez retrouver vos codes hexadécimaux. Bien. Nous avons les codes hexadécimaux à 3 chiffres. Normalement, un code hexadécimal, c'est 6 chiffres. On dit hexa, c'est 6. Mais vous pouvez les simplifier à 3 chiffres lorsque vous avez des similitudes. Comme vous pouvez le voir ici. Par exemple, le blanc. Le blanc, son code couleur, c'est dièse FF. FF, FF, FF. Ça, c'est le code couleur du blanc. Voilà. Mais vu que nous avons des répétitions, on peut simplifier ça en mettant juste 3F. Ça marche. La même chose pour le noir. Le code couleur du noir, c'est 00, 00, 00. On peut le simplifier en mettant juste 3 0. Ça marche. Nous avons aussi d'autres particularités comme ça. Par exemple, le FFCC99. Donc, FFCC99. OK? On va voir ça correspond à quelle couleur. Ça correspond à cette couleur-là. On peut le simplifier en mettant un seul F, un seul C et un seul 9. Donc, lorsque vous avez les répétitions, vous pouvez tout simplement les simplifier. Donc, comme l'exemple, FF00FF, on peut écrire F0F. BB5588, on peut écrire B58. Voilà. La transparence. Comment ajouter de l'opacité à vos éléments? C'est tout simplement avec opacity. OK? Donc, si je veux réduire l'opacité de mon body, je vais tout simplement écrire opacity. Donc, la valeur minimum, c'est 0 et la valeur maximum, c'est 1. Donc, si je mets opacity à 0 sur mon body, on ne verra plus rien sur mon body parce que j'ai mis l'opacité à 0. Donc, si je mets l'opacité à 0.3, on verra légèrement ce qui est écrit dans mon body, comme vous pouvez le voir ici. Si je mets mon opacité à 1, on verra à 100% ce qui est dans mon body. Donc, pour jouer sur l'opacité, c'est tout simplement avec l'attribut opacity. Sachant que le opacity, il peut se mettre sur n'importe quoi. Hein. Voilà, vous mettez le opacity sur n'importe quoi. Tous les attributs que je vous montre, vous pouvez les mettre sur tout ce que vous voulez. Il n'y a pas d'attribut qui est spécial à quelque chose. Vous pouvez mettre ça sur tout ce que vous voulez. Voilà. On peut dire ici, là, l'opacité à 0.3.
Ici, l'opacité à 0,4. Voilà, ici, l'opacité à 0,8. Voilà. Vous pouvez faire comme vous voulez. Voilà. Donc, lui, il est un peu foncé. Lui, il est un peu, on ne voit pas trop. Lui, on le voit légèrement. Voilà. Donc, vous pouvez mettre ça sur tout ce que vous voulez. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau ou est-ce que c'est bon? Avec l'attribut opacity. OK. Si pas de questions, on poursuit donc le cours. Donc là, j'enlève tout ce qui est opacity. OK. Et on va poursuivre. Bien. Image d'arrière-plan. Donc, comment faire pour mettre une image d'arrière-plan? C'est avec la propriété background image. Donc, si je n'ai pas envie d'avoir une couleur d'arrière-plan, mais plutôt une image d'arrière-plan, je peux le faire avec background image. Donc, background image, je mets URL. Et ici, je peux mettre un chemin relatif ou un chemin absolu. OK? Donc, vu que vous avez des difficultés avec le chemin relatif, on va aller chercher un chemin absolu. Donc, je vais sur Google Images et on va dire que je veux que le fond de mon site soit, on va dire, une voiture. On va dire voiture. Voilà. Je veux que le fond de mon site soit une voiture, par exemple. Donc, je vais prendre cette voiture-là. Donc, je fais copier l'adresse de l'image. Et je viens coller ça ici, dans l'URL. Donc, background image URL, je mets les griffes et je colle le chemin qui pointe vers mon image. Et voilà. J'ai le fond de ma page qui est une image. Donc, l'image est grosse, donc on ne voit pas bien la voiture. Comment faire pour qu'on puisse bien voir la voiture? Il faut tout simplement ajouter une propriété qui s'appelle background size. Et vous mettez la valeur à cover. Et là, maintenant, vous avez votre image qui est bien visible sur votre page web. Très belle voiture en passant. Voilà. Si l'image est petite, cette image, elle est grande. Voici la raison pour laquelle. Sans le cover, elle était comme ça. Si c'est une petite image, donc on va aller chercher une petite image. Donc, on va dire le logo de PHP, par exemple. Alors, ça, c'est un peu trop gros. Je vais prendre une toute petite image. Voilà, comme ça, par exemple. OK. Donc, si l'image est petite, donc je change ça, comme ça. J'enlève le cover. Excusez-moi. Voilà. Si l'image est petite, votre image sera répétée comme ça plusieurs fois pour remplir la page. Lorsque l'image est petite. Donc, comment faire pour ne pas que ça se répète? Vous ajoutez tout simplement background repeat. Background repeat. Et vous mettez ça à la valeur à no repeat. Donc, background repeat, no repeat. Comme ça, l'image ne sera pas répétée. L'image va se mettre qu'une seule fois. Et ensuite, vous pouvez mettre le background size à cover pour que l'image prenne les proportions de votre taille d'écran, comme vous pouvez le voir ici. Donc, voici un peu comment ajouter une image de fond sur notre
page web. On se bloque là pour le moment. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau ou est-ce que c'est bien compris? Je tiens aussi à préciser que l'image de fond, vous n'êtes pas obligé de la mettre seulement sur le body. Comme j'ai dit, tout ce que je vous montre est valable pour toutes les autres balises. Vous pouvez mettre une image de fond sur tout ce que vous voulez. Voilà. Bien. Alors, répétition de l'image d'arrière-plan. Donc, ça, c'est tout ce que j'ai eu à vous montrer tout à l'heure. Donc, background repeat, no repeat, pour empêcher l'image de se répéter. Et on va avoir position de l'image. Alors, position de l'image, background size, je vais enlever le cover et je vais mettre par exemple 100 pixels. Donc, j'ai réduit la taille de mon image de fond à 100 pixels. Donc, voici l'image qui est là. Donc, je vais enlever pour plus de visibilité tout ce que j'ai mis ici. Voilà. Donc, la propriété background size, je ne l'ai pas mis en cover pour que ça prenne toute ma page. Je l'ai mis à 100 pixels. Donc, mon image de fond, maintenant, est de 100 pixels. Donc, c'est tout petit ici. Maintenant, je veux, par exemple, que pour mon image, là, ne soit pas ici, mais plutôt à droite ici. Comment je fais ça? Donc, je vais tout simplement mettre background position. Background position. Et je vais maintenant mettre right top. Donc, right top veut tout simplement dire en haut à droite. Et maintenant, mon image va se retrouver ici, en haut à droite. Donc, si vous avez des images qui sont toutes petites, que vous voulez placer sur votre site dans des endroits, vous pouvez le faire comme ça. Background position, right top. Tout simplement comme ça. Donc, ça veut dire en haut à droite. Voilà. Bien. Ensuite, vous avez le background attachment. Le background attachment, c'est tout simplement permettre à l'image de scroller ou de ne pas scroller. Donc, si vous mettez le background attachment à fixed, ça veut dire que l'image sera fixée sur toute la page. Donc, pour vous montrer un exemple, je vais aller chercher du lorem. Alors, lorem fois 90. Voilà. Donc, j'ai un long texte qui est là. Voilà. Bon, j'ai mis le texte en jaune. Je vais le mettre en rouge. Voilà. Donc, vous allez voir que quand je vais scroller pour descendre, l'image ne disparaît pas. L'image reste toujours. Pourquoi? Parce que j'ai mis le background attachment à fixed. Donc, fixed, ça veut dire l'image est fixée. Donc, ça, c'est lorsque vous voulez que votre image reste fixée. Sinon, si vous ne voulez pas que l'image reste fixée, vous enlevez le background attachment. Bon, là, moi, je l'ai mis en commentaire. Donc, vous l'enlevez. Et maintenant, quand vous allez scroller, l'image va disparaître. Voilà. Donc, ça se fait avec la propriété background attachment. Voilà. Donc, je reprends. Background image URL avec le lien qui pointe vers l'image. Background size, cover, si vous voulez que votre image remplisse toute la page. Sinon, vous mettez une taille en pixels pour avoir un redimensionnement de votre image. Background attachment, fixed pour fixer l'image. Background position, right top pour mettre l'image en haut à droite. Background repeat, no repeat pour empêcher que votre image se répète plusieurs fois sur la page. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau? Ou est-ce que c'est bon? Ça va, c'est bon? Vous digérez bien le CSS? Pour le moment, ça va? Vous arrivez à bien digérer le CSS? Pas compliqué, hein? Voilà. OK. Bien.
Bien. Donc, je vais enlever tout ce qui est ici. Voilà. Alors, on poursuit. On enlève le P là. OK. Voilà. Bien. La suite du cours, qu'est-ce que ça nous dit? Donc voilà, background attachment. La propriété background attachment spécifie si l'image d'arrière-plan doit défiler ou être fixe, comme l'exemple que je viens de montrer tout à l'heure. Voilà. Donc quand vous mettez background attachment fixed, l'image sera fixée lorsque vous scrollez. Et lorsque vous mettez la propriété à scroll, ou tout simplement vous ne mettez pas la propriété, l'image va scroller. Les bordures maintenant en CSS. Voilà pourquoi j'ai laissé ça pour cette partie. Comment faire des bordures en CSS? OK? Des bordures manuelles. Donc, nous avons plusieurs styles de bordure et ça s'écrit avec la propriété border style. OK? Donc, je vais enlever tout ce qui est image sur mon body. Voilà. Et je vais laisser même mon body avec une couleur de fond blanche. Donc, j'enlève tout ça. J'enlève même tout ça. Voilà. Bien. On va maintenant faire des bordures. Donc, on suppose que j'ai une div qui est là. Et à l'intérieur de ma div, j'ai un paragraphe. Même pas un paragraphe. On va dire j'ai un span. Bienvenue. Bon, salut les amis. Salut les amis. Bien. Et donc, ce que moi j'ai envie de faire, c'est de créer une bordure tout autour de salut les amis. Donc, comment je fais? Je vais aller maintenant sur mon CSS et je vais sélectionner ma div. Je veux créer une bordure sur ma div. Donc, c'est avec la propriété border style. OK? Comme on peut le voir ici. La propriété border style spécifie le type de bordure à afficher. Donc, on a plusieurs valeurs. Dotted, dashed, solid, groove, double, groove, right, inset, outset, non-hidden. Donc, non et hidden, la bordure ne va tout simplement pas s'afficher. Et les autres, vous aurez différents styles de bordure. Et on va voir tout à l'heure comment est-ce que ça fonctionne. OK? Bien. Donc, comme on peut le voir à l'exemple qui est là. Donc, voici les différents types de bordures ici. Donc, dotted, vous avez des pointillés. Dashed, vous avez des tirets comme ça espacés. Solide, c'est le plus utilisé. Vous avez une bordure fine. Double, vous avez une bordure en double. Groove, vous avez une bordure 3D. Ridge, vous avez une bordure 3D. Inset, vous avez une bordure 3D. Outset, vous avez encore une bordure 3D. Mais ce n'est pas les mêmes types de bordures 3D en fait. Donc ça, je vous laisse vraiment tester tout ça. Mais on va tester quelques-unes ici. Non, pas de bordure. Hidden, c'est caché. Et vous pouvez mixer des bordures. Vous mixer des bordures. OK? Largeur de bordure. Donc, les largeurs de bordure, ça va être border width. Donc, largeur de bordure avec border width. Donc, vous mettez juste une taille en pixels. Donc là, par exemple, je mets 5 pixels. Et border style, on va dire, je vais mettre dotted. On va tester ce que ça donne. Et voilà. J'ai une bordure en pointillé de 5 pixels. Si je mets solide, j'aurai une bordure fine de 5 pixels. Si je mets groove, j'aurai une bordure 3D de 5 pixels. Donc, je peux diminuer à 2, 3, voilà, ça dépend de vous. Vous mettez ce que vous voulez. Donc, voici comment on crée les bordures. Border style, et vous mettez le style de bordure que vous voulez. Donc, les styles de bordure, on n'invente pas. C'est des choses qui existent déjà. Et les voici qui sont là. Ils sont écrits ici. Et ensuite, dans border width, vous mettez la taille de la bordure. Donc, vous mettez une valeur en pixels. 1 pixel, 2 pixels, 10 pixels, 30 pixels, 50 pixels. Et on n'espace pas la valeur de l'unité. Il faut coller ça. Donc, 2 pixels. Bien. Largeur latérale spécifique. Alors, il est possible de définir, n'est-ce pas, des bordures pour vos côtés de façon indépendante.
Donc, je vous explique un peu comment ça se fait. On commence par le haut. Donc, là, si je fais border width 5 pixels, j'aurai 5 pixels, n'est-ce pas, sur mes 4 côtés. En haut, à droite, en bas et à gauche. Par contre, si je fais 5 pixels, 2 pixels, 3 pixels, 10 pixels, comme ça, j'aurai 5 pixels en haut, 2 pixels à droite, 3 pixels en bas et 10 pixels à gauche. Comme vous le voyez. Bon, je vais enlever le groove parce que ce n'est pas bien visible et je vais mettre solide. Voilà. J'ai 2 pixels, j'ai 5 pixels en haut. À droite, j'ai 2 pixels. En bas, j'ai 3 pixels. Et à gauche, j'ai 10 pixels. Donc, lorsque vous mettez 4 valeurs comme ça veut dire en haut, à droite, en bas, à gauche. Donc, ça tourne comme ça, en commençant par le haut. En haut, à droite, en bas, à gauche. Donc, ça permet de mettre des bordures spécifiques pour vos différents côtés. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? C'est clair? OK. Exactement, c'est ça. Exactement, monsieur Atron. Voilà. Donc, vous séparez chacune des valeurs avec des espaces. Donc, chacune des valeurs des côtés avec des espaces. Donc, ça, c'est le côté en haut, à droite, en bas et à gauche. On est d'accord qu'une bordure ne peut avoir que 4 côtés. Voilà. Bien. Donc, les marges en CSS. Les marges en CSS, c'est là qu'on s'était arrêté hier, mais on va le faire. Je vais vous montrer encore d'autres choses, d'autres particularités qui ne sont pas données ici, des bordures. Alors, vous pouvez, en plus de ce qui est montré ici, je vais vous montrer d'autres particularités des bordures. Donc, si vous n'avez pas envie d'écrire plusieurs comme ça, vous pouvez combiner tout avec la propriété border. Donc, vous mettez une taille en pixels, donc 2 pixels. Vous mettez le type de bordure que vous voulez, par exemple solide, et vous mettez la couleur de la bordure que vous voulez. Donc, par exemple, red. Donc là, border, 2 pixels solide red, ça veut dire même moi une bordure de 2 pixels fine de couleur rouge. Comme vous le voyez ici à l'écran. OK? Donc ça, là, ce qui est écrit en une ligne, vous aurez pu le décomposer comme ça en border color, red, border width, 2 pixels, et border style solide. Voilà. Ça sera la même chose. Voilà. Mais au lieu d'écrire 3 lignes, ce que je peux faire en une ligne, je préfère faire tout simplement ça en une ligne. Voilà. Donc, ce qui est écrit en bas sur 3 lignes, c'est la même chose que ce qui est écrit ici. Donc, au lieu de mettre border color red, border width 2 pixels, border style solide, je mets tout simplement border et je mets 2 pixels solide red. Alors, lorsque vous utilisez border, il faut respecter le positionnement. On ne met pas solide avant de mettre… Non, non, il faut respecter le positionnement. Vous mettez d'abord la taille, ensuite le type de bordure et ensuite la couleur. Voilà. Il ne faut pas mélanger les choses, sinon ça ne marchera pas. Est-ce que c'est bon à ce niveau pour vous? C'est bien noté? C'est top? Monsieur Sarr, c'est bon? Bien compris? OK. Une autre particularité, donc une autre façon d'écrire les bordures. Donc, je vais commenter ça. C'est que vous pouvez écrire du style pour vos bordures en particulier. C'est-à-dire, si vous voulez faire un mix de bordures, là, vous allez maintenant, c'est-à-dire si vous voulez un style de bordure spécifique pour le haut, pour la gauche, le bas et la droite, vous pouvez le faire. Donc, dans ce cas, vous mettez border top
ça veut dire la bordure du haut. Border bottom, la bordure du bas. Border left, la bordure de gauche. Border right, la bordure de droite. Donc, dans ce cas, on va dire que ma bordure de haut, je veux 2 pixels solides rouges. Ma bordure du bas, je veux 3 pixels dotted verte. Ma bordure de gauche, je veux 2 pixels dashed. Quelle couleur? Blue. Et ma bordure de droite, je veux 3 pixels groove yellow, par exemple. On va faire un truc très vilain, mais juste pour vous montrer que vous pouvez définir pour chaque bordure un style particulier. Donc, voici ce que ça donne ici. Voilà. Ma bordure du haut, elle est rouge fine. Ma bordure de gauche, elle est en tiret séparé bleu. Ma bordure du bas, elle est en pointillé verte. Et ma bordure de droite, elle est en 3D groove jaune. Voilà. Donc, ça, vous pouvez le faire avec border top, border bottom, border left, border right. Donc, vous mettez border top et vous écrivez ce que vous voulez. Donc, taille, type, couleur. Border bottom, taille, type, couleur. Border left, taille, type, couleur. Border right, taille, type, couleur. Aussi simple que ça. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau? Ou est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bien, c'est compris? C'est bon? Monsieur Ndri, Monsieur KKG, Monsieur Guy, est-ce que c'est bon? Voilà. Donc, vous avez ici toutes les nuances de bordure. Voilà. Je vous ai montré toutes les façons possibles d'écrire des bordures. Voilà. Vous avez ici toutes les façons d'écrire des bordures. Voilà. Tout est là. Bien. Donc, je vais vous demander pour vous-même à la maison d'essayer de me réaliser ces 4 bordures-là. Voilà. Essayez de me réaliser ça et m'envoyer ça par mail. Essayez de reproduire ça. Ah, une dernière chose que j'ai oublié de vous montrer, c'est comment faire des bordures arrondies. Voilà, c'est vrai, ça, je ne vous ai pas encore montré. Donc, comment faire des bordures arrondies? C'est tout simplement border radius. Donc, vous mettez border radius et vous mettez une taille en pixels. Donc, border radius, si je mets 5 pixels, j'aurai une bordure arrondie. Donc, je mets border border 2 pixels solide rouge. Voilà. Donc, je crée d'abord ma bordure. Border 2 pixels solide red. Et je lui dis que je veux que les bords de ma bordure soient arrondis de 5 pixels avec border radius. Voilà. Et j'ai des bords arrondis. Donc, plus la valeur est grande et plus ça sera encore arrondi. Donc, si je mets 50 pixels, ça sera beaucoup plus arrondi. Voilà. Donc, c'est la dernière chose à voir sur les bordures. Comment faire des bordures arrondies avec border radius. Et vous mettez la valeur de votre arrondi en pixels. C'est compris? Oui, Monsieur Atron, c'est vraiment génial le CSS. Ça nous permet de manipuler le HTML et de faire des choses vraiment, vraiment jolies.
Donc, essayez de me reproduire ça. Rien de bien compliqué. Vous faites la première, la deuxième, il y a seulement une bordure en bas. La troisième, bordure arrondie. Et la dernière, c'est tout simplement une bordure, une couleur de fond bleu et une bordure visible seulement à gauche. Donc, essayez de reproduire ces quatre-là et m'envoyer ça par mail. Donc, je vais même faire une capture d'écran et envoyer ça dans le groupe comme exercice. Voilà. Bien. On va maintenant s'attaquer aux marges. On a fini avec les bordures. On va s'attaquer aux marges. Les marges en CSS, c'est avec la propriété margin. Donc, vous devez savoir que nous avons deux types de marges en CSS. Nous avons les marges intérieures et les marges extérieures. Donc, les marges extérieures, c'est avec margin et les marges intérieures, c'est avec padding. Nous allons voir les deux aujourd'hui. Et nous allons nous arrêter là. Parce que c'est là que nous sommes arrêtés normalement hier avec ceux qui suivent en ligne. Pardon, en présentiel. Et je vais vous envoyer des exercices. Donc, l'exercice que vous allez devoir réaliser, ceux qui suivent en présentiel ont déjà commencé. Donc, je vous montre l'exercice que vous allez devoir réaliser et m'envoyer par mail. Rien de bien compliqué. C'est tout simplement appliquer tout ce qu'on a eu à voir. Donc, l'exercice charge. Voilà. Voici l'exercice à réaliser et à m'envoyer par mail. Donc, vous avez une semaine pour faire ça. Voilà. Rien de compliqué. Les formulaires, on a déjà vu les formulaires la semaine passée. Couleur de fond, on vient de voir les couleurs de fond. Bordure, on vient de voir les bordures. Comment centrer un texte, on vient de voir ça. Donc, normalement, vous savez faire ça. Et moi, je veux voir mon exercice la semaine prochaine. Donc, j'ai demandé de faire l'exercice et ne pas tenir compte de l'image qui est là. Moi, je veux tout simplement voir toutes les dispositions. L'image, vous n'êtes pas obligé de mettre l'image, même ne mettez pas. Voilà. Je vais enlever l'image et vous envoyer la capture de cette photo-là sans l'image qui est là. Mais moi, je veux voir la même chose reproduite et vous m'envoyez ça par mail. Ce n'est pas compliqué, les gars. Voilà, les formulaires, on a déjà vu. Couleur de fond, on a déjà vu. Bordure, on a déjà vu. Couleur de bordure, on a déjà vu. Centrer un texte, on a déjà vu. Ce n'est pas compliqué, les gars. Ça, vous pouvez le faire. Voilà. Nous allons voir les marges et ensuite, vous allez frapper l'exercice. J'ai un autre exercice même pour vous, mais ça, je vais vous l'envoyer après. Il faut qu'on voit certaines choses avant que vous ne puissiez faire cet exercice. Voilà. Comme je vous ai dit, je veux faire de vous des bons développeurs. Et vous voyez que là, on commence à rentrer dans la création de vrais sites Internet. Voilà. Bien. Je compte sur vous, en tout cas, pour réaliser mon exercice que je vais vous envoyer. Donc, les marges en CSS. Les marges sont utilisées pour créer de l'espace autour des éléments, en dehors de toute bordure définie. La propriété CSS margin est utilisée pour créer de l'espace autour des éléments en dehors de toute bordure. Donc, comme je vous ai dit, margin permet de créer des bordures en dehors et padding des bordures dedans, donc à l'intérieur de l'élément. Je m'explique, on va voir en pratique. Donc là, c'est pour les bordures. On a fini avec les bordures. Donc, je laisse même la bordure, OK? Donc, j'ai ça. Je vais créer une deuxième div. Je vais mettre bonne fête de l'indépendance, parce qu'effectivement, c'est l'indépendance en Côte d'Ivoire. OK? Donc, bonne fête de l'indépendance. Donc, j'aurai, voilà. Donc, mes deux divs sont collés. Comment faire pour les séparer? Et c'est ce que nous allons faire en CSS. Donc,
J'ai tout simplement à mettre ici div margin bottom, donc marge du bas, 20 pixels. Et voilà, ça va me créer une marge du bas de 20 pixels. Tout simplement. Donc, si j'augmente la taille, 100 pixels, j'aurai une marge beaucoup plus grande de 100 pixels. Donc, marge en bas. Marge en bas, margin bottom. Si j'avais juste mis margin, j'aurais une marge de 100 pixels des quatre côtés. Voilà. Donc, j'ai une marge de 100 pixels en haut, à gauche, à droite et en bas. Donc, j'ai une marge de 100 pixels des quatre côtés. OK? Si je mets margin left, oui, la balise BR, normalement, est seulement pour faire le texte. C'est-à-dire que vous devez utiliser la balise BR seulement pour formater du texte. Non, 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 ça, ce n'est pas bon dans la sémantique. Ça, ce n'est pas bon. La balise BR est une balise pour aller à la ligne pour du texte. C'est seulement utilisé pour formater du texte. Lorsque vous voulez espacer des éléments, il faut utiliser le CSS. Voilà. La balise BR, c'est pour aller à la ligne sur du texte. Voilà. Sinon, si vous mettez ici du BR comme ça, donc on suppose qu'on n'a pas ça. Si vous mettez BR, ça va vous créer, oh, excusez-moi, je mets mon style, voilà. Voilà. Si vous mettez BR, il va vous mettre cet espace-là. Mais si vous avez envie de créer un plus grand espace, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre 50 BR, 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 BR. Ce n'est pas joli à voir ça. Non seulement ce n'est pas son rôle de séparer des blocs, mais ce n'est pas joli à voir. C'est pour ça que le CSS a été créé. BR, c'est seulement pour formater du texte. Lorsque vous voulez ajouter des marges externes, vous mettez tout simplement margin et vous mettez là où vous voulez ajouter vos marges. Donc, par exemple, margin left, ça dit tout simplement de mettre une marge à gauche de 50 pixels. Donc, voilà, j'ai une marge à gauche de 50 pixels. Si je mets margin right, ça va me mettre une marge à droite de 50 pixels. Voilà, marge à droite de 50 pixels ici. Donc, si je veux les espacer du bas, je mets margin bottom 50 pixels. Et ça va les espacer du bas. Donc, plus la valeur est grande, plus l'espacement aussi sera grand. Voilà. Si je ne mets pas la valeur de la bordure, ça veut tout simplement dire les quatre côtés. Donc, j'aurai une bordure de 200 pixels sur les quatre côtés. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ici? Retenez bien que margin, c'est marge extérieure. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau sur les marges extérieures? Donc, marge à l'extérieur du bloc. C'est compris, monsieur Guy? OK. Les autres, c'est bon? Monsieur Philippe Ndri, c'est bon? Si vous voulez mettre une marge à gauche et à droite, rien de bien compliqué. C'est un peu comme pour les bordures. Margin left, 50 pixels. À la ligne, vous mettez margin right, tout simplement. Voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez même, 20 pixels par exemple. Voilà. J'ai une marge à gauche de 50 et à droite de 20.
Voilà. C'est un peu comme pour les bordures. Voilà. Donc, je peux ajouter mon margin bottom de 10 pixels pour les séparer, ne plus qu'ils soient collés. Et voilà. Voilà. Margin left, margin right, margin bottom. Et c'est ce qui est dans le cours. C'est ce qui est expliqué dans le cours. Margin top, margin right, margin bottom, margin left. Voilà. Et vous mettez la valeur ici en pixels. Vous pouvez aussi mettre la valeur en pourcentage. Voilà. Vous pouvez mettre 50%. Voilà. Vous pouvez mettre la valeur en pourcentage. Monsieur Sarr, qu'est-ce que vous voulez dire par on peut le faire sur une seule ligne? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, vous voyez que la valeur en pourcentage, vous voyez ce que ça donne. Voilà. Donc, généralement, on conseille aux développeurs de laisser en pixels. Voilà. Mais sinon, vous pouvez aussi mettre en pourcentage. Mais si vous mettez en pourcentage, il faut mettre des valeurs vraiment petites. Par exemple, 2%, 3%, ce genre de choses-là. Parce que si vous mettez de grosses valeurs, vous allez avoir ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc, mettez soit les valeurs en pourcentage, soit en pixels. Voilà. Ce sont les deux unités de mesure les plus recommandées. Bien. Maintenant, nous allons voir une seule ligne. Ah oui, bien sûr, c'est possible de le mettre sur une seule ligne. Voilà, vous mettez comme ça. En fait, c'est la même chose que les bordures. C'est pour ça que je ne suis pas revenu dessus. C'est la même chose comme pour les bordures. C'est 4 côtés. Top, right, bottom, left. Voilà. C'est exactement ce que M. Kakaji a mis. Moi, je pensais que vous avez compris ça, mais c'est la même chose. Voilà. Si je mets 5 pixels, 2 pixels, 3 pixels, 10 pixels, voilà, ce sont les 4 côtés. Ce sont les 4 côtés. En haut, à droite, en bas, à gauche. Voilà. Je ne suis pas revenu dessus parce que je me suis dit que vous avez compris le principe. Voilà. Nous avons 4 côtés. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, comment mettre des marges internes? Donc, vous voyez que là, on a le S de salut qui est collé ici. Le B de bonne qui est collé ici. Pour ça, il faut créer des marges internes. Et pour créer les marges internes, c'est avec padding. OK? Donc, comme le cours nous dit, voilà. De toute façon, c'est écrit ici. Hein. Voilà. C'est écrit ici ce que vous avez voulu là. Margin sur une seule ligne. Tout est écrit ici avec toutes les explications. Donc, je vous invite à faire un tour dans le support de cours. Là. OK. Padding CSS. Donc, padding est utilisé pour créer de l'espace autour du contenu d'un élément à l'intérieur de toute bordure définie. Les propriétés CSS padding sont utilisées pour générer de l'espace autour du contenu d'un élément à l'intérieur des bordures. Donc, margin à l'extérieur, padding à l'intérieur. Donc, padding, c'est la même chose. Bon, là, c'est là qu'on s'est arrêté hier. Donc, padding utilise les mêmes propriétés que margin. Donc, la même chose. Si vous voulez écrire sur une seule ligne, voilà, padding, on va dire 5 pixels, 3 pixels, 4 pixels, 10 pixels. Donc, j'aurai une marge interne en haut de 5 pixels, à droite de 3 pixels, en bas de 4 pixels et à gauche de 10 pixels. Et voilà. Padding, marge interne. Donc, je me suis créé des marges internes. Voilà. Donc, padding, marge interne, margin, marge externe. Est-ce que c'est bien compris? Donc, vous avez la possibilité de mettre padding top, aussi
la possibilité de mettre padding bottom, padding right, padding left. La même chose que pour les bordures et pour les marges extérieures. Voilà. De toute façon, tout ce que vous devez savoir, c'est que nous avons 4 côtés. Le haut, la droite, le bas et la gauche. Ça tourne comme ça. Comme le monsieur a dit, dans le sens de l'aiguille d'une montre. Donc, vous êtes armé pour réaliser maintenant mon exercice. Vous êtes armé pour réaliser mon exercice. Donc, je vais vous guider un peu. Ici, vous créez juste un fil 7 et le fil 7, vous changez juste la couleur du fil 7 en blanc. Ça, vous pouvez le faire. Voilà, vous changez la couleur de bordure du fil 7 en blanc. Vous mettez votre body dans cette couleur-là. Vous cherchez ça sur Google. Vous créez une div ici. La div, dedans, vous créez un H1 et un H, je crois que ça c'est un H6 ou un H5, ça dépend de vous. Donc, la couleur du H6, vous le changez. La couleur du H1, il est noir avec un muf. Ça, je ne vous ai pas montré. Je voulais chercher ça. Comment mettre un nombre en blanc? Comment mettre un nombre derrière du texte? Je voulais chercher ça. Ça va vous faire un peu de, voilà, un peu de brainstorming. La div que vous avez créée, vous mettez le texte centré et vous mettez un padding. Vous voyez, il y a un padding. Voilà, un padding. Donc, une marge interne. Ensuite, vous ajoutez des margines pour les séparer. OK? Vous créez votre formulaire. Pour les aligner, c'est tout simplement des margines. Voilà, vous créez des margines pour les espacer. Avant, lorsqu'on n'avait pas fait CSS, il fallait utiliser NBSP. Mais maintenant que vous savez qu'on peut utiliser margine pour le faire, vous utilisez margine pour séparer les éléments. Vous créez ensuite un autre margine bottom. Et ici, la même chose. Vous créez votre formulaire et vous utilisez margine pour séparer les éléments. Ici, vous créez votre bouton et vous mettez un border radius sur le bouton. Voilà. Je vous ai guidé pour l'exercice. Maintenant, je pense que vous êtes armés pour réussir cet exercice-là. Est-ce que c'est bon? Vous sentez que vous pouvez faire l'exercice? Est-ce que c'est bon? C'est top? OK. Donc, j'attends mon exercice sur mon adresse mail. Je vous envoie l'exercice tout à l'heure avec la vidéo de la session d'aujourd'hui. Je vous envoie tout ça aujourd'hui même. Et puis, voilà. Donc, merci beaucoup pour tous ceux qui ont participé. J'attends mon exercice, comme je l'ai dit, avant la session prochaine. Grand merci à tout le monde.